Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez complexe, Oui. les relations toxiques et ce terme qu'on entend beaucoup, pervers narcissique. Expert narcissique. Oui. On va essayer de décrypter ça en s'appuyant sur une analyse intéressante de Fabien Olicard. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce concept controversé. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est crucial de commencer par préciser une chose que la source souligne bien. Pervers narcissique, ou PN, ce n'est pas un diagnostic psychiatrique officiel. Bah d'accord, ce n'est pas dans les manuels, quoi. Exactement, c'est plus une description, disons, d'un type de personnalité, d'un schéma de comportement qui est nuisible. En gros, un besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir mieux soi-même. Et la source donne une idée de la fréquence? Oui, elle estime que ça pourrait concerner environ 3% de la population. 3%. C'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. Alors, comment on repère ce genre de schéma? L'analyse d'Olicard parle d'un mélange assez... Étonnant, non? C'est ça. D'un côté, une vision d'eux-mêmes assez... Grandiose. Et de l'autre, une sorte de plaisir un peu sadique à faire souffrir l'autre. Mais alors comment ça se fait qu'ils paraissent souvent si charmants? Oui, c'est le paradoxe. En société, ils peuvent être charismatiques, brillants, même en apparence. Et derrière ça, il y aurait quoi? Un mécanisme particulier? Ce que suggère l'analyse, c'est que c'est une façon pour eux d'éviter leur propre effondrement psychologique, la décompensation, comme on dit. D'accord. En projetant leur propre faille, leur propre folie en quelque sorte sur leurs victimes. C'est presque un mode de survie pour eux. Un peu comme adore-moi ou alors détruis-toi pour que moi j'existe. Ah, c'est assez glaçant comme idée. Oui, et ils sont conscients de faire mal, mais sans vraiment saisir la portée émotionnelle négative pour l'autre. Ils y trouvent plutôt une forme de jouissance. Et cette manipulation, elle est décrite comment? Subtile, j'imagine. Très progressive et souvent cachée. Ça se passe en privé, en huis clos. La source détaille une stratégie en plusieurs étapes, assez classique en fait. Lesquelles, par exemple? D'abord, la séduction. Il faut fasciner la victime, se rendre absolument indispensable. Ah oui, la phase lune de miel, en quelque sorte. C'est un peu ça. Ensuite, très vite vient l'isolement. On coupe la victime de ses amis, de sa famille, Comment? en les critiquant. Oui. Ou alors, ce qui est plus pervers encore, en les charmant, eux aussi, pour les monter contre la victime. D'accord, l'isolement, ça semble vraiment central pour préparer la suite. Exactement. Une fois que la personne est seule, elle est beaucoup plus vulnérable. Et là, c'est la dévalorisation. C'est-à-dire? Critique constante, rabaissement, tout est fait pour détruire l'estime de soi, petit à petit. Et si la victime essaye de réagir, de se défendre? Alors là, c'est l'inversion de la culpabilité. Le PN va se poser en victime. C'est l'autre qui est fou, qui est méchant, qui ne comprend rien. C'est terrible. On imagine la taille de la victime. La confusion doit être immense. Ah oui, total. Est-ce que c'est moi qui deviens folle? Ou c'est une question qui revient tout le temps? Perte de confiance en soi, stress chronique, Au speaker. avec des conséquences physiques, j'imagine? Oui, bien sûr. Problème de sommeil, de mémoire, parfois de poids. Et la source mentionne même un syndrome de stress post-traumatique fréquent. Des séquelles lourdes, quoi. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer de gérer? D'après l'analyse, non. Se protéger en restant dans la relation, c'est illusoire à long terme. La seule vraie solution, c'est de partir. Carrément. Oui, couper les ponts. Totalement. Et surtout, oser en parler. Renouer avec les autres. Chercher de l'aide pour sortir de cette emprise. Donc la rupture comme seule issue. Mais est-ce que ça règle tout? Est-ce que c'est la fin de l'histoire une fois qu'on est parti? Souvent, non, malheureusement. L'analyse de l'ICAR pointe que le PN ne s'arrête pas là. Il y a des stratégies après la rupture. Ah bon? Lesquelles? D'abord, discréditer l'ex-victime publiquement. Pour sauver sa propre image, bien sûr. Le fameux « c'est pas moi, c'est l'autre ». Exactement. Ensuite, se victimiser auprès de l'entourage commun. Accuser l'autre d'être instable, voire même d'être le vrai pervers narcissique. Incroyable! L'inversion continue même après. Oui, ça peut aller jusqu'à saboter activement la vie de l'autre. Travail, nouvelles relations. Et puis, il y a les tentatives de retour. Ah oui? Avec des excuses? Des fausses excuses, oui. Jamais sincères. C'est souvent parce qu'il a besoin de sa source narcissique, ou pour relancer le cycle destructeur. Bon, en résumé, si je comprends bien, même si ce n'est pas un terme médical strict, pervers narcissique, ça décrit quand même un schéma comportemental bien réel, très destructeur. Expert speaker. C'est ça. Mhm. Avec des méthodes qu'on peut identifier, Exact. l'isolement, la dévalorisation et des effets dévastateurs. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà un premier pas, non? Absolument. Et pour finir,
peut-être une petite piste de réflexion que la source évoque. Cette tendance du PN à projeter ses propres défauts. C'est-à-dire? Il accuse l'autre de mentir alors que c'est lui qui ment, d'être avare alors que c'est lui qui l'est. En sachant ça, si on observe quelqu'un qui accuse constamment et très fortement une autre personne de défauts graves, Mhm. qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre? Peut-être non seulement sur leur relation, mais aussi sur la personne qui accuse. Voilà, une invitation à regarder les dynamiques humaines avec un œil un peu plus critique, peut-être.